Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui à New York pour une affaire qui est peut-être liée à l'un des assassinats les plus médiatiques et qui est aussi l'un des plus énigmatiques qui soit. Encore de nos jours, il divise les avis entre ceux qui disent que justice a été rendue et les autres qui pensent qu'un complot a été fomenté dans l'ombre. C'est une affaire très complexe où il y a beaucoup d'intervenants. Le 8 novembre 1965, une information bouleverse les Américains. Dorothy Kilgallen a été retrouvée morte chez elle le matin même. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais à l'époque elle était une star et surtout une journaliste qui ne lâchait rien, quitte à se faire pas mal d'ennemis. Le dernier dossier auquel elle s'est attaquée était peut-être beaucoup trop gros pour elle. A-t-il causé sa perte? Je vous raconte son histoire pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Dorothy Mae Kilgallen est née le 3 juillet 1913 à Chicago. Elle est la fille aînée de Mae Ahern et James Lawrence Kilgallen. Une deuxième fille, Eleanor, vient agrandir la famille 6 ans après la naissance de Dorothy. Le père n'est pas un inconnu. C'est un grand journaliste et il a un emploi comme correspondant à New York pour la compagnie Hearst Newspaper qui regroupe plusieurs journaux. La famille déménage d'ailleurs à New York pour rapprocher James de son travail. Il ne faut pas s'étonner que Dorothy s'intéresse très jeune au journalisme. Elle baigne dedans depuis son enfance. Elle commence au New York Evening Journal et grimpe rapidement les échelons, à tel point qu'elle est chargée de couvrir le procès de Bruno Hauptmann, l'homme accusé du meurtre du fils de Charles Lindbergh, qui est aussi appelé le procès du siècle et qui débute le 2 janvier 1935. En 1936, elle participe à une course autour du monde avec 2 autres journalistes. Elle finit 2e de la course, très joli palmarès, d'autant plus qu'elle est la seule femme des 3. Vu son talent pour l'écriture, elle sort un livre tiré de cette aventure appelé « Girl Around the World », dont un film romancé et transformé en thriller est tiré en 1937, « Fly Away Baby ». En novembre 1938, elle est chargée d'écrire des chroniques quotidiennes appelées « Voice of Broadway ». Elle y parle de tout et de rien, de sujets légers comme des potins, mais aussi des sujets plus sérieux concernant la politique et la justice. Elle fait également des interviews de vedettes comme l'enfant star Shirley Temple. Sa popularité monte alors en flèche. En ce qui concerne sa vie privée, Dorothy rencontre grâce à son travail un acteur de comédie musicale, Richard Colmar, surnommé Dick. Le couple finit par se marier le 6 avril 1940. Un premier enfant naît de cette union en 1941 et il porte le même prénom que son père, Richard. Une petite Jill vient au monde en 1943. En 1945, ils organisent un talk show radiophonique depuis leur domicile, Breakfast with Dorothy and Dick. Dorothy devient la coqueluche des stars et devient amie avec des célébrités telles que Rock Hudson et surtout Frank Sinatra dont elle devient très proche. En 1950, la télévision s'invite de plus en plus dans les foyers et Dorothy, tout en continuant ses émissions radio, franchit le cap et intègre avec d'autres personnalités un jeu télévisé appelé What's My Line. Le but du jeu pour eux est de découvrir l'emploi des personnes du public qui se présentent devant eux en leur posant des questions. Une fois par semaine, une célébrité se présente et les joueurs ont alors les yeux bandés et doivent trouver son identité. Le succès est immédiat. L'ascension de Dorothy continue. 1954 est une année chargée pour elle. Elle donne naissance à un 3e enfant, Kerry, et elle est chargée de couvrir un procès très médiatique, celui de Sam Shepard. L'homme qui est médecin est accusé du meurtre de son épouse enceinte. Il est reconnu coupable et Dorothy, qui n'a pas sa langue dans sa poche, exprime son étonnement. Pour elle, il y a eu de grosses lacunes dans ce procès et elle en parle dans ses chroniques. Elle fait sa propre enquête et trouve de nouvelles informations. Quand je vous dis qu'elle ne lâchait rien. Juste pour information, il a fini par être acquitté des années plus tard et son affaire a inspiré la série de Fugitives qui donnera plus tard le film du même nom. En 1956, l'amitié entre Dorothy et Frank Sinatra prend fin. Dorothy publie un article en plusieurs parties sur lui
dénonçant ses appointances avec le crime organisé, ce qu'il prend bien sûr très mal. Il se met à la dénigrer un peu partout et la surnomme la merveille sans menton. Il va même jusqu'à lui envoyer une pierre tombale avec son nom gravé dessus. En 1959, elle écrit un article accusant le directeur de la CIA, Allen Dulles, d'avoir passé un contrat avec la mafia pour faire assassiner Fidel Castro. Voilà qui la met dans le collimateur de la CIA. Elle aurait eu ces informations grâce à une de ses amies qui est l'épouse de l'ambassadeur américain à Cuba et qui a été la maîtresse de JFK, Florence Pritchett. Alors que sa carrière est à son sommet, son couple bat de l'aile. Elle rentre un jour chez elle à l'improviste et trouve son mari au lit avec une autre femme. Ils prennent la décision de ne pas divorcer tant que le petit dernier, Kerry, vit sous leur toit, mais mènent désormais des vies séparées et font chambre à part. Richard a un appartement où il emmène ses conquêtes et rentre à la maison familiale le soir. Dorothy fréquente elle aussi des hommes plus jeunes qu'elle de préférence. Elle fait la connaissance du président JFK en se rendant à la Maison Blanche avec son fils Kerry qui l'admire énormément. Elle est très agréablement impressionnée par le président et le considère rapidement comme un ami. Ce qui ne l'empêche pas de publier en 1962 un article dénonçant la liaison entre JFK et Marilyn Monroe. 2 jours après l'apparition de cet article, Marilyn est retrouvée morte à son domicile. Dorothy trouve cette mort suspecte. S'il s'agit d'un accident ou un suicide, pourquoi Marilyn a-t-elle laissé sa lumière allumée? Si elle a pris des cachets pour dormir, la logique voudrait qu'elle éteigne la lumière pour s'endormir plus facilement. Une autre affaire vient mettre un terme à ses recherches sur la mort de Marilyn. Le 22 novembre 1963, JFK est assassiné à Dallas. Comme beaucoup de monde, Dorothy est bouleversée par cette affaire. Elle l'est encore plus lorsque Lee Harvey Oswald est tué à son tour par Jack Ruby. Elle décide de mener sa propre enquête et relève des incohérences. Par exemple, elle trouve un témoin du meurtre du policier J.D. Tippit, le policier abattu par Oswald après l'assassinat de Kennedy, du moins officiellement. Ce témoin, Aquila Clemons, a dit au FBI que ce sont 2 hommes qui ont abattu Tippit et qu'aucun d'eux ne ressemblait à Oswald. Elle décrit celui qui a tiré comme petit et un peu lourd, et l'autre qui était avec lui, grand et mince, avec un pantalon kaki et une chemise blanche. Une fois Tippit abattu, les 2 hommes se sont enfuis dans des directions opposées. Plus ses recherches avancent, plus elle dit partout qu'il lui est évident qu'Oswald n'est pas le tireur solitaire de l'assassinat de Kennedy. Elle remet en question publiquement le travail en cours de la commission Warren, ce qui la met une fois de plus dans le collimateur du FBI et de la CIA. Elle est claire dans ses déclarations, elle ira jusqu'au bout. Dans sa chronique du 29 novembre 1963, elle écrit « L'affaire est close, n'est-ce pas ? Eh bien, j'aimerais savoir comment, dans une grande ville aussi chic que Dallas, un homme comme Jack Ruby, propriétaire d'un club de striptease, peut simplement entrer et sortir des bureaux de la police comme s'il s'agissait d'un club de sport, à un moment où une petite armée des forces de l'ordre assure une sécurité aussi stricte sur Oswald. Je dois reconnaître que ce qu'elle dit n'est pas dénué de sens. » Dorothy couvre le procès de Jack Ruby qui commence en mars 1964. Elle parvient même à obtenir un entretien en tête-à-tête avec Ruby de 8 minutes, sans avocat, sans gardien, rien que 2. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit. En sortant, elle se dit très satisfaite de ce qu'elle a appris, mais aussi un peu apeurée. Elle dit « Si certaines personnes apprenaient ce que je sais maintenant, je ne ferais pas long feu. » Selon elle, Jack Ruby est terrifié. Elle dit de lui « Les yeux de Jack Ruby étaient aussi brillants, bruns et blancs que les yeux de verre d'une poupée. Il essaya de sourire, mais son sourire fut un échec. Quand nous nous sommes serrés la main, sa main tremblait légèrement dans la mienne, comme les battements de cœur d'un oiseau. » Elle dit aussi qu'elle va devoir aller parler à un indicateur qui se trouve à la Nouvelle-Orléans. Une autre source anonyme faisant partie de la commission Warren lui fait parvenir la transcription complète du témoignage de Ruby avant même la fin de l'enquête de la commission. Ce témoignage montre la faiblesse des questions posées à Ruby et surtout que Ruby a essayé de faire passer des informations pertinentes qui ont été largement ignorées. Des agents du FBI débarquent chez Dorothy pour l'interroger sur l'identité de sa source à la commission Warren. Elle leur répond « Je suis la seule personne à connaître son nom et je mourrai plutôt que de vous révéler son identité. » Elle a du caractère en tout cas.
Dans sa chronique après la visite du FBI, elle écrit « Le FBI aurait peut-être dû plus sonder les faits de l'affaire plutôt que de s'occuper de la manière dont j'ai obtenu ces informations. » Dorothy se met à porter une arme pour se protéger et dit qu'elle va bientôt avoir assez d'informations pour faire éclater la vérité. Sa théorie est qu'un mafieux, Carlos Marcello, s'est associé à la CIA pour faire assassiner JFK. Marcello détestait John et Robert Kennedy car ils ont essayé de le faire tomber et de l'envoyer en prison. Quant à la CIA, le fait que Kennedy voulait mettre fin à la guerre froide ne plaisait pas. Pendant cette enquête, elle continue ses émissions habituelles et rencontre en juin 1964 le chroniqueur et critique de cinéma Adam Ronald Pataki, surnommé Ron. Il a 23 ans de moins que Dorothy, mais ça ne les empêche pas de devenir très proches. En octobre 1965, Dorothy demande à son coiffeur et ami, Mark Sinclair, s'il peut l'accompagner à la Nouvelle-Orléans pour la coiffer et la maquiller, pour voir le fameux indicateur dont lui a parlé Jack Ruby, ce qu'il accepte. Elle lui donne un billet d'avion et lui réserve un hôtel. Ils mangent ensemble au restaurant de l'hôtel de la Nouvelle-Orléans et se donnent ensuite rendez-vous pour le lendemain matin dans la chambre de Dorothy afin de la préparer pour sa rencontre. Mais au lieu de ça, le lendemain, Dorothy téléphone à Sinclair dans sa chambre et lui dit « Je veux que tu ailles immédiatement à l'aéroport et que tu rentres à New York. Je t'ai laissé un billet. Ne dis à personne que tu es venu ici à la Nouvelle-Orléans avec moi. » Dorothy est terrifiée, mais ne dit pas pourquoi ou par qui. Elle finit par avouer à ses proches qu'elle a reçu des menaces de mort. Elle commence à se poser des questions sur Ron Pataki. Il l'interroge beaucoup trop sur l'avancée de son enquête et semble en savoir lui-même beaucoup sur l'assassinat de JFK. Serait-il un agent de la CIA chargé de la surveiller? Le dimanche 7 novembre 1965, Dorothy participe à l'émission retransmise en direct à 22h30 de What's My Line. Pendant que Mark Sinclair la coiffe et la maquille, elle lui parle de Ron Pataki et répète qu'il est sûrement avec elle pour la surveiller. Mais peu importe, elle est proche de finir son enquête. Elle doit encore aller voir son indicateur à la Nouvelle-Orléans et elle pourra enfin faire éclater la vérité. Après l'émission, elle monte dans sa limousine avec chauffeur et se rend au club P.J. Clark's où elle prend un verre comme chaque soir après l'émission avec le producteur Bob Bach. Elle lui dit avoir rendez-vous plus tard avec un homme. Bob se dit qu'il s'agit certainement de Pataki. Elle quitte le P.J. Clark's et va au bar de l'hôtel Regency sur Park Avenue où elle est vue par d'autres membres de l'émission. Elle s'isole avec un homme, pas comme des amants mais plutôt comme pour une réunion d'affaires. Aucun des deux ne souriait. Elle quitte le Regency à 2h du matin, calme et souriante. Elle ne semble pas être ivre. À 2h30, elle téléphone à la Western Union pour qu'un coursier vienne chercher sa chronique et la porte ensuite au journal. Elle procède de cette manière tous les jours. Elle dépose l'enveloppe contenant sa chronique entre la porte et le moustiquaire et va se coucher. Le matin du 8 novembre, Mark Sinclair arrive chez Dorothy pour la maquiller et la coiffer. Comme personne ne lui ouvre la porte, il utilise la clé que Dorothy lui avait confiée. Il est tout de suite étonné en entrant dans la maison. La climatisation est en route alors qu'il fait froid. Dorothy est frileuse, on est en hiver, c'est plutôt le chauffage qui devrait fonctionner. Il se rend dans la pièce servant pour le coiffage et le maquillage de Dorothy, mais elle n'y est pas. Elle a sûrement oublié de se lever. Il va voir dans sa chambre, mais elle n'y est pas non plus. Il ouvre la porte d'une autre chambre et la voit assise dans le lit, le dos appuyé contre la tête de lit. Il tente de la réveiller et se rend compte qu'elle est décédée depuis plusieurs heures déjà au vu de la température du corps. Une autopsie est réalisée. La mort a eu lieu entre 2 et 4 heures du matin et est le résultat d'une intoxication à l'alcool et au barbiturique. On sait que c'est arrivé après 2h30 car elle a passé l'appel à la Western Union à cette heure-là. Les causes de cette intoxication sont dues à des circonstances indéterminées d'après le légiste. Soit un accident, Dorothy avait trop bu et a pris un comprimé pour dormir. Comme elle était ivre, elle a oublié de l'avoir pris et en reprend un. Soit un suicide. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un homicide, affaire classée. Bien sûr, si c'était aussi simple, je ne serais pas là à vous en parler. Voyons les détails qui clochent. Pourquoi mettre en route la climatisation en plein hiver? Même sans être frileux, ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça. Quand Mark Sinclair l'a trouvée, Dorothy était encore maquillée, avait toujours ses fossiles et son postiche ainsi que ses bijoux. Elle retirait toujours le tout avant d'aller se coucher. Elle avait sur les genoux un livre de Honey Badger de Robert Wark, ouvert et posé à l'envers.
livre qu'elle avait fini de lire 2 semaines auparavant et qui ne lui avait pas plu. Elle n'avait donc aucune raison de le relire. En plus, ses lunettes de lecture n'étaient pas près d'elle et elle ne savait pas lire sans. Détail connu uniquement de ses proches car, par coquetterie, elle ne les portait jamais en public. Quant à la chambre où elle a été découverte, elle ne dormait jamais dedans, car c'est dans cette chambre qu'elle avait découvert son mari en bonne compagnie et en fâcheuse position. Les draps où son corps reposait étaient sans aucun pli, comme si on l'avait couché et bordé. Elle portait une tenue de nuit étrange qui ne correspondait pas du tout à un pyjama. Malgré l'absence de traces de violence, l'autopsie montre une ecchymose au niveau de son épaule gauche qu'on ne sait pas expliquer. La totalité de ses dossiers et résultats de ses recherches sur l'assassinat de JFK ont disparu. Des témoins ont vu des hommes déplacer des boîtes de dossiers de la maison de Dorothy avant que la police n'arrive. Les médicaments retrouvés dans son organisme sont du Seconal, pour lequel elle avait une ordonnance et avait pour habitude d'en prendre 2 chaque nuit. Par contre, il y avait aussi du Twinal et du Nimbutal pour lesquels elle n'avait aucune ordonnance. D'où viennent ces comprimés? Quant au fait d'en prendre trop par erreur, il y avait plus de 20 comprimés dans son organisme. C'est beaucoup pour une erreur. Aucune boîte de ces médicaments ne se trouve sur sa table de nuit, ni nulle part ailleurs dans la maison. Au sujet de l'alcool, elle a bien bu de l'alcool cette fameuse soirée, mais elle n'était absolument pas ivre. Pour le suicide, ses proches n'y croient pas une seule seconde. Elle avait de grands projets, et le plus important d'entre eux était de sortir son livre sur l'assassinat de JFK. Elle était proche du but, trop proche pour abandonner. Son second voyage pour la Nouvelle-Orléans était programmé, et elle avait déjà signé un contrat avec une maison d'édition pour la parution du bouquin. Et pour une femme qui a passé sa vie à écrire, elle n'a laissé aucun mot pouvant expliquer un tel geste. Par contre, s'il s'agit d'un assassinat, le ou les tueurs se sont montrés discrets. Le mari et le fils de Dorothy vivaient dans la même maison et n'ont rien entendu. Petit détail qui sonne comme un pied de nez. La mort de Dorothy ressemble étrangement à celle de Marilyn Monroe. Et souvenez-vous, elle avait relevé le détail étrange de la lumière laissée allumée dans la chambre de Marilyn après qu'elle ait pris ses comprimés. Eh bien, même chose pour Dorothy. Après avoir pris ses somnifères, elle a laissé la lumière allumée. Bizarre pour quelqu'un qui essaye de dormir soit pour quelques heures, soit pour toujours. 2 jours après la mort de Dorothy, son amie et ancienne maîtresse de JFK, Florence Pritchett, décède à son tour. Elle connaissait tout des recherches de Dorothy et avait une copie de ses travaux. Elle lui a d'ailleurs elle-même servi de source vu sa proximité avec le président. Pas d'enquête non plus en ce qui la concerne. Elle est officiellement morte d'une hémorragie cérébrale. D'autres questions se posent. Avec qui était-elle au Regency? Selon les témoins qui l'ont vue, il ne s'agissait pas de Ron Pataki, comme on aurait pu le croire. Et comment est-elle rentrée chez elle? L'inconnu l'a-t-elle ramenée chez elle, ou son chauffeur l'a-t-il attendue avec sa limousine? Comme il n'y a pas eu d'enquête, puisqu'il n'y a pas eu d'homicide, le chauffeur de la limousine n'a jamais été interrogé à ce sujet. Quant à Ron Pataki, il écrit bien des années après l'affaire de drôles de poèmes. Dans le premier, intitulé « Ne jamais faire confiance à une femme avec une machine à écrire », il dit « Quelqu'un qui est mort ne pourra raconter aucune histoire ». Et dans le second, intitulé « Vodka roulette », il y a le dessin d'un barman préparant un cocktail, avec entre autres cette phrase « Faites-en du poison ». Voilà qui est suspect. Pataki nie toute implication dans l'affaire. Il n'était pas dans les parages le soir de la mort de Dorothy selon lui. Il n'était même pas son amant, ils étaient simplement de bons amis. Bien entendu, il n'a jamais été officiellement interrogé. 10 ans après le décès de Dorothy, le FBI vient frapper à la porte de son fils pour lui demander s'il avait les dossiers de sa mère sur JFK ou s'il savait où il se trouvait. Si ces dossiers ne contenaient rien d'important, pourquoi le FBI les cherche-t-il? En 2016, Mark Shaw, un ancien avocat pénaliste, journaliste d'investigation criminelle et auteur, sort le livre « The Reporter Who Know Too Much ». Il a entendu parler de cette affaire en voulant écrire un livre sur l'avocat de Jack Ruby. Celui-ci l'a intrigué en prononçant cette phrase. Maintenant qu'ils ont eu Dorothy, ils vont s'en prendre à Jack. Mark Shaw interroge les proches encore en vie de Dorothy et réunit des preuves qu'il envoie au bureau du district de Manhattan. Une enquête s'ouvre enfin mais se termine rapidement. Voici ce qu'en dit le bureau du procureur. Nous n'avons trouvé aucune preuve que la journaliste et star de la télévision Dorothy Kilgallen a été assassinée alors qu'elle creusait profondément dans l'assassinat de JFK.
Une enquête approfondie de 8 mois n'a pas pu conclure qu'il s'agissait d'un assassinat. Le bureau a remercié les partisans de Kilgallen et a promis d'examiner toute nouvelle preuve qui émergerait. Ils ont également refusé de discuter de leurs conclusions. Ce à quoi Mark Shaw répond « J'ai tout donné afin de prouver que Kilgallen a été assassiné, ainsi que les coordonnées des témoins et 22 pages exposant ma théorie. Un seul témoin a été contacté par les enquêteurs. 3 fois maintenant, Dorothy Kilgallen, une vraie patriote qui a été tuée pour avoir recherché la vérité sur l'assassinat de JFK, s'est vue refuser la justice. En 2018, il publie le livre Denial of Justice, où il fournit encore plus d'informations. Il y accuse également le procureur Cyrus Vance Jr., qui a rouvert le dossier en 2017 de dissimulation. Shaw affirme qu'une source fiable proche du bureau du procureur lui a dit que le personnel de Vance avait trouvé les fichiers JFK manquants de Kilgallen et les avait enterrés. En réponse à l'accusation de Shaw, une porte-parole de Vance déclare « Nous refusons tout commentaire ». Bref et concis. En 2019, Mark Shaw adresse une demande pour que le corps de Dorothy soit exhumé afin d'effectuer des tests ADN et de les comparer à ceux de Pataki. Il pense que Pataki faisait partie du FBI et non de la CIA et a peut-être été obligé de la faire taire car elle s'approchait trop de la vérité. En juin 2021, il sort le livre Collateral Damage qui met en parallèle les morts de Marilyn Monroe, de JFK, de Robert Kennedy et de Dorothy Kilgallen. Alors selon vous, que s'est-il passé? Un accident? Un suicide? Ou Dorothy s'était-elle approchée de trop près d'une vérité dangereuse?